Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui tracasse, passionne, inquiète un grand nombre de territoires. Depuis le 1er janvier 2017, toutes les intercommunalités françaises ont récupéré la compétence promotion du tourisme, donc création d'offices de tourisme. Toute la France, non. Il y a quelques villages gaulois qui ont eu le droit de résister au nom soit de leur qualité de station classée, qualité existante ou en devenir, notamment de par la loi Montagne 2, et certains ont eu des dérogations au titre de leur marque territoriale protégée, notion, ma foi, fort floue. Très bien. Et maintenant qu'on a la compétence, on la gère comment? On en fait quoi de cette compétence? Ça pose la question que nous allons traiter aujourd'hui, survolée aujourd'hui. C'est celle des modes de gestion. Et déjà, tordons le cou ensemble à deux idées fausses. Première chose, ce n'est pas parce qu'on a la compétence tourisme qu'il faut que le territoire touristique soit le territoire de la marque touristique que vous avez apportée. Je vais prendre un exemple régional déjà. Si vous êtes la région Bretagne, la Bretagne a une image touristique, c'est une marque. La région Bretagne est fondée dans son comité régional du tourisme à apporter la marque Bretagne, tout comme le comité martiniquais du tourisme. Martinique est une marque. Maintenant, prenez celle qui fut historiquement la région Rhône-Alpes. Voilà une région qui a des territoires touristiques magnifiques, des marques magnifiques. Mais la marque du tourisme lyonnais n'est pas la même que celle de la randonnée en Ardèche, ou que les marques très importantes que l'on retrouve, par exemple, dans le domaine alpin. Prenons la Tarentaise. Vous avez Alpes-Mont-Blanc qui est une marque internationale et les stations de ski qui sont des marques en soi. Prenez la Maurienne, pareil, sauf que la Maurienne a développé sa marque notamment pour le tourisme estival. Mais déjà, quand on arrive à 3 niveaux de marque, c'est un maximum. Donc la région Rhône-Alpes a eu par exemple l'intelligence de se dire nous allons développer une ingénierie touristique extrêmement forte à notre échelle régionale, mais pas développer une marque venez faire du tourisme en Rhône-Alpes, parce que ça brouillerait les cartes. Vous avez la même chose dans l'intercommunalité. Prenez Taux Agglomération. Ils ont des marques magnifiques. Sète, Frontignan, Marseillan, etc. ont des marques très fortes. Mais si vous essayez de les mélanger en une seule marque unique, vous allez les cannibaliser et les appauvrir. Donc, Taux Agglomération, qui en plus désormais regroupe la partie littorale comme la partie nord du bassin de Thau depuis la fusion du 1er janvier dernier, a décidé d'avoir un positionnement, d'avoir qu'un office intercommunal qui a ses ambitions, mais sans porter une marque qui soit à l'échelle du bassin de Thau, ou en tout cas, pas tout de suite. Ce n'est pas l'état du marché, surtout que nombre d'acteurs du territoire, comme le Taux Agglomération, se demandent ce que vont devenir aussi les marques existantes au niveau départemental et régional. La marque Occitanie, par exemple, qui les concerne, sera-t-elle demain une marque majeure et un territoire de commercialisation internationale ou pas? Bien. Donc, première idée fausse pour laquelle dont il faut tordre le cou, c'est vous allez à l'échelle de l'intercommunalité porter des actions touristiques, très bien, mais ce n'est pas forcément pour ça que le nom de la communauté deviendra la marque à promouvoir sur le territoire. Parfois oui, parfois non. Parfois d'ailleurs, les produits et les marques sont à une échelle infracommunautaire et supracommunautaire. Prenez par exemple Blois, belle marque. Chambord, magnifique. Sauf qu'à côté de Chambord, vous avez assez peu d'hôtels, en tout cas pas sur le territoire de la commune de Chambord, que Blois a des atouts très forts, mais ils ont eu intérêt à développer leurs marques et leurs produits touristiques à une échelle supracommunautaire, entre Blois, Aglopolis et Chambord, pour que ce soit porté à une échelle qui, elle, était celle de la destination. Donc, première chose, ce n'est pas parce que vous récupérez la compétence touristique
que le territoire intercommunal est le bon territoire pour certains projets touristiques ou pour une marque. Peut-être que oui, peut-être que non. Tout au cas par cas. Deuxième chose, on va traiter dans les minutes qui viennent du mode de gestion, d'accord? C'est très important. Mais ce sera toujours moins important que la qualité du recrutement que vous allez faire du directeur ou de la directrice de votre office. Ou promotion interne ou autre. Il y a des offices pour lesquels le mode de gestion est réellement un handicap, réellement un grave problème. Mais très souvent, le problème est avant tout une question de management, une question de capacité à retrouver quelqu'un qui va développer le tourisme, mettre en synergie les acteurs du tourisme, et ce n'est pas un petit sujet. Alors dans ce cadre-là, très souvent, on change de mode de gestion plutôt pour avoir un déclencheur, un détonateur du changement humain et gestionnaire qui en réalité s'impose pour des éléments qui n'ont rien de juridique ou financier. Il n'en demeure pas moins que, on va le voir ensemble, choisir son mode de gestion, c'est choisir des éléments majeurs de ce que vous allez faire en matière de tourisme ensemble. On peut tout à fait, dans un premier temps, se dire que le territoire n'est pas un territoire à enjeu touristique majeur. Je connais par exemple une communauté d'agglomération, je ne la citerai pas, qui a fait le choix d'avoir son service tourisme comme étant un service ni plus ni moins de la communauté, point barre. Dans ces cas-là, on va être structuré en établissement public administratif, régie personnalisée SPA, ou SPA c'est service public administratif, rien à voir avec les villes d'eau, ou tout simplement en service même, avec un budget à part, de la communauté. Alors évidemment, pour répondre aux exigences du Code du tourisme, vous aurez quand même un comité directeur, vous aurez une représentation des acteurs du tourisme. Alors quel est l'avantage de cette intégration en pur système administratif? Eh bien, les avantages ne sont pas sous-estimés, au cas par cas. Premièrement, je peux très bien avoir l'essentiel de l'activité économique et commerciale de mon territoire déjà gérée par des offices en station classée qui sont restés à l'échelle communale. Auquel cas, gérer en service public administratif est l'occasion d'avoir une bonne synergie avec le service communication de la communauté et de bien montrer que l'on ne cherche pas à parasiter ce qui est fait en termes purement commerciaux à une autre échelle. En général, les territoires qui ont des raisons d'être ambitieux pour leur tourisme font un autre choix. Juste à l'autre extrême de ce système administratif se trouve un système de gestion en société publique locale. Quels sont les avantages de la société publique locale? Une société publique locale, je le rappelle, est une société que vous créez, société anonyme, entre collectivités publiques, entre collectivités locales ou groupements de collectivités locales, avec un vrai problème. Si je donne un objet social large à ma société, au point que ça recoupe des compétences communales et intercommunales, est-ce que je peux faire une société publique locale entre une commune membre et la communauté? Oui, nous disent 3 tribunaux administratifs. Non, nous disent la Cour administrative d'appel de Lyon et celle de Nantes. Donc ce peut être, la SPL, l'occasion de faire un magnifique partenariat avec une communauté voisine sur le tourisme, assez difficilement entre communes et communautés pour une compétence purement intercommunalisée. En tout cas, il y a un débat juridique sur ce point qu'il est parfois difficile de concilier avec les exigences d'une sécurité juridique minimale. En matière de SPL, nous avons un directeur général. Ben oui, mais comme un établissement public, industriel et commercial. Oui, mais vous calibrez les compétences, les attributions que vous allez donner à votre DG. Donc quand on est en EPIC, on se retrouve avec un directeur général que l'on recrute
selon un régime contractuel sur des contrats de 3 ans. En SPL, vous recrutez un directeur qui est mandataire social et vous calibrez les compétences que vous lui donnez sur mesure. Bien. La vraie différence n'est pas là. Dans les deux cas, EPIC, ou SPL, ou même en association d'ailleurs, vous avez des agents de droit privé. Bien. Il n'y a que le statut du directeur qui change. En association ou en SPL, le directeur est également de droit privé, alors qu'en EPIC, il est contractuel au droit public. Très bien. Non, la vraie différence, elle est qu'en SPL, vous allez avoir une société dont les flux financiers ne passent pas par le comptable public. Alors vous allez me dire, le comptable public, c'est bien. C'est une sécurité, c'est un contrôle, c'est une garantie de rigueur. Très bien, très bien. Mais si vous faites un accord avec un croisiériste fluvial ou maritime, avec des retours sur marge arrière, au-delà de tant de personnes, de Pax, on se retrouve avec un retour sur marge arrière versé via l'office à tel ou tel opérateur touristique, ou ce genre d'accord. Eh bien, ce genre d'accord, si vous les faites passer par un comptable public, vous aurez toutes les misères du monde à obtenir que ce soit fait sans difficulté et en temps et en heure dans les conditions prévues par contrat. Nous citions tout à l'heure le comité martiniquais du tourisme. Par exemple, le comité martiniquais du tourisme a eu des difficultés sur des accords de cette nature dans leurs accords avec Air Canada, parce que ce genre d'accord ne rentre pas facilement dans la logique d'un comptable public, alors que ce sont des pratiques normales quand on est un office de tourisme actif. Même chose pour Tain et Tournon l'Hermitage qui ont fini par passer en SPL à cause de ce genre de difficultés. On a donc en SPL un contrôle public, contrairement à l'association, nous y reviendrons, mais sans passer par le comptable public. Dans certains territoires, on a besoin de mettre les choses au carré, de lutter contre des difficultés d'absence de rigueur financière. Eh bien, le fait de contourner le comptable public peut être un handicap, peut être une crainte, peut être un souci. Dans certains cas où la rigueur de gestion est là, il y a des commissaires aux comptes très sérieux, mais on a besoin de grandes réactivités commerciales, de beaucoup de montages financiers un peu compliqués. Alors, dans ces cas-là, vive la SPL, ou alors à l'extrême limite l'association, mais surtout pas l'EPIC ou la régie administrative, parce que là, les blocages administratifs vont être trop grands. Ceci dit, la SPL a également ses inconvénients. Il y a un premier inconvénient, c'est que même si les droits est clarifié sur ce point depuis août 2015, la SPL ne peut toujours pas faire siéger dans son conseil d'administration ou son conseil de surveillance les acteurs du tourisme. Alors, il y a des tas de directeurs d'offices de tourisme qui nous disent « c'est pas un problème ça, on fait des comités stratégiques, domaine par domaine, hôtellerie, restauration, voyage packagé. Et finalement, les acteurs de tourisme sont bien contents de ne pas avoir à s'enquiquiner, à siéger dans des conseils d'administration où on va parler de budget ou d'ouverture de poste. C'est parfois vrai, c'est parfois vrai. Et puis c'est parfois pas vrai. Tout dépend de la culture de ces acteurs du tourisme. Donc la SPL, vous le voyez, nécessite de multiplier des comités stratégiques ou autres pour avoir une représentation des acteurs du tourisme, mais on leur ferme la porte de l'organe délibérant, ce qui, encore une fois, dans certains territoires, est un détail, perçu comme tel, et dans d'autres territoires est perçu comme un recul en arrière par rapport au mode de gestion antérieur, qui n'est pas toujours facile à faire comprendre aux acteurs du tourisme. Donc, l'ASPL peut parfois donner le sentiment que l'on laisse aux acteurs du tourisme qu'un strapontin. Il est très possible de s'organiser pour qu'en pratique, ça ne soit pas le cas, mais en droit, c'est un petit peu le cas. Voilà. Autre élément. Quelles sont les recettes de l'établissement public? Je reverse la taxe de séjour et je vais verser une somme qui pourrait être une subvention d'équilibre, possible en EPIC, contrairement à ce que l'on croit parfois, parce que le droit du tourisme le permet, sous un certain nombre de conditions. En SPL, pareil. Je reverse la taxe séjour, très bien, et je reverse des sous.
Sauf que si je donne des sous à un EPIC ou une association, ça ne sera pas sujetti à TVA, sauf à ce que ça soit requalifié, notamment dans le cas de l'association, en prestation de service. En EPIC, risque zéro de TVA, enfin risque zéro, risque très faible et dans des cas très limités. En SPL, j'ai un assujettissement à la TVA par principe de ce que je reverse à la SPL. Donc, hors reversement de taxe séjour et hors certaines contributions dont on peut justifier qu'elles ne le sont pas. Ça veut dire que si je redonne des sous à ma SPL parce qu'elle est déficitaire structurellement, j'aurai un renchérissement de la TVA pour les sommes que je reverse, en métropole par défaut 20%, sans pouvoir récupérer ces sommes-là. Ou je ne pourrai les récupérer que pour certaines activités où j'aurai obtenu l'assujettissement à la TVA des sommes que moi je reverse. Donc, dans certains cas, si j'ai une SPL qui est très active économiquement, qui fait des montages commerciaux compliqués mais fructueux, justifiant que je sois en SPL, alors finalement, si j'ai une subvention d'équilibre, je ne sais pas, de 20 000 € à verser, la belle affaire que de perdre à cette occasion-là 4 000 € de TVA. Je parle pour un grand office de tourisme, évidemment. En revanche, si j'ai un office de tourisme en SPL, mais qui pour l'essentiel est déficitaire, a des recettes propres très faibles, et n'a pas de montage commercial justifiant de passer en SPL, alors c'est une catastrophe économique. Je ne vais pas voir en réalité l'usage des atouts de la SPL, que sont le contournement de compta public, etc., et j'en aurai les inconvénients qui sont l'assujettissement à TVA. Donc attention à la mode de la SPL aujourd'hui, adaptée dans certains cas, pas dans d'autres. Et puis restent les deux autres modes de gestion, les plus habituels, que sont l'EPIC et l'association. L'association, c'est le mode le plus habituel. Et en fait, il est en déclin. La plupart des offices d'une certaine taille passent en EPIC ou en SPL. Mais l'association reste un mode privilégié, que la Fédération nationale aime beaucoup, parce qu'il représente majoritairement les acteurs du tourisme et non pas les élus locaux. Et l'association est parfois choisie par des très grandes structures, Paris par exemple. Mais, attention, car dans ce cadre-là, l'association vous pose un petit problème que l'on a tendance à oublier. Alors, agent de droit privé, très bien. Participation des acteurs du tourisme, très bien. Mais attention, ces acteurs du tourisme, ils doivent être majoritaires. Vous ne pouvez pas financer votre association de manière majoritaire, avoir les élus qui sont majoritaires dans l'organe, ou les proches des élus dans les organes de l'association, et espérer en même temps que ce soit d'une légalité parfaite. Puisque une association parapublique fait courir à ceux qui s'y exercent un risque important de gestion de fait. Donc, l'association, soit vous la rendez réellement libre, mais il faut qu'elle soit capable d'être libre, gestionnairement bien gérée, soit vous contrôlez le truc, mais dans ce cas-là, il faut quitter l'association. Si la collectivité veut une association, alors il faut qu'elle soit certaine que les acteurs du tourisme seront capables de s'auto-structurer, de bien gérer l'office, et je vais même brutalement dire, de ne pas regarder la collectivité comme uniquement une machine à sous à qui on demandera une rallonge budgétaire à chaque fois que l'on a besoin de recruter quelqu'un. Donc, prenons un exemple, l'aire cantilienne, Chantilly. Ils ont fini par garder un système purement associatif, mais ils ont peu d'acteurs dans le domaine du tourisme, et ces acteurs sont des grands professionnels. C'est 5 grands groupes hôteliers, c'est le GIP présidé par la GACAN pour les grandes écuries. Pas très compliqué de mettre tout ce petit monde autour d'une table et d'apporter ensemble un projet. Et dans ce cas-là, les acteurs privés s'auto-organisent, c'est très bien. En revanche, nombre de systèmes associatifs posent des graves problèmes. Alors, en réalité, je vais vous dire ce qui se passe. On a un grand nombre de missions où les gens finissent par choisir une SPL ou un EPIC, en partie aussi par le fait que l'on a dans l'association, pas chez vous, chers internautes, ailleurs, dans l'association, on a beaucoup de bénévoles qui sont là parce qu'on adore, mais parce qu'on a des associations qui en réalité n'ont pas une activité touristique. Il y a
peut-être pas chez vous, mais beaucoup de territoires où vous avez une association qui a surtout une activité de comité des fêtes. Comité des fêtes qui concerne le tourisme, enfin qui concerne l'habitant de la commune, c'est une activité à part. Qui concerne la randonnée pédestre, c'est bien la randonnée pédestre, j'adore ça, mais c'est pas forcément organisé par l'office de tourisme. Une association de bénévoles en randonnée pédestre qui va pour au moins la moitié de son cheptel, si j'ose dire, concerner les gens du coin, bah non, ça ne pousse pas à s'intéresser au tourisme qui, par définition, consiste à aller chercher des gens d'ailleurs pour les emmener chez nous, et non pas faire randonner les passionnés du coin. Donc, nombre de territoires se retrouvent avec une guéguerre association épique ou association SPL, mais quand on regarde les motivations des uns et des autres, on découvre que finalement, en créant une association qui va s'occuper du comité des fêtes et de la randonnée, on garde les pros du tourisme, au grand soulagement des agents en général, hein, les pros du tourisme dans une structure purement touristique de type épique ou SPL, ou une association, mais purement touristique, et on sépare ceci de l'activité qui n'aurait jamais dû être labellisée comme étant touristique. Évidemment que l'office de tourisme ensuite promouvra les randonnées pédestres du coin, la descente au flambeau, que sais-je encore, mais sans en être nécessairement l'organisateur. Bien. Donc, si je suis en SPL, c'est pour avoir toute l'autonomie d'une société commerciale, mais faut-il que j'aie les conditions, notamment de TVA, de fonctionnement, justifiant que j'en ai besoin. Si je suis en association, très bien, mais je laisse la main à l'association. Si je laisse la main à l'association, je dois être certain que j'ai un monde touristique efficace. Je vais prendre un exemple. J'étais il y a quelques jours dans une ville importante. Peut-être que l'association chez eux serait une bonne solution. Mais le monde touristique chez eux est atomisé, non structuré. Si on crée une association, il sera très difficile qu'une dynamique s'engage. Sauf évidemment à ce que la collectivité publique porte un projet fort, puissamment le mette en œuvre, mais dans ce cas-là, c'est plus une association. Ou alors c'est une association qui nous fait courir tous les matins un risque de gestion de fait. Dans ce cas-là, c'est un EPIC ou une SPL. En l'occurrence, pas de montage commercial compliqué, donc plutôt épique, me semble-t-il. Donc, l'association, très bien, je n'ai pas de problème de comptabilité publique, je n'ai même pas de problème de marché public, dis donc. Mais je dois accepter de laisser la main à un monde touristique qui doit donc être capable de s'auto-organiser de manière efficace. Et sans que ça soit le développement d'un tourisme qui ne serait que centré sur les activités proches des centres d'intérêt du président de cet office. Non que j'ai vu ici ou là des associations ne s'intéresser qu'à l'angle des hôtels du président de l'office. Le haut de gamme si le président est en haut de gamme, le bas de gamme si le président est en bas de gamme. Mais la politique d'un territoire doit parfois être portée par la collectivité et non pas juste par un groupe restreint d'intérêts privés. Mais ce genre de difficulté n'étant pas chez vous par définition, tout va bien. Et puis, bon, on a l'EPIC. Alors l'EPIC, c'est un peu ce qui se porte beaucoup en cette saison, mais ce n'est pas forcément, vous le voyez, ce qui est adapté à votre territoire. En EPIC. Alors, en EPIC, souvent, ce qui agace les élus, c'est que c'est le directeur qui recrute, ou la directrice. C'est le directeur, ou la directrice, qui est responsable des marchés publics. Oui, mais il faut bien retenir une chose. Le tourisme aujourd'hui est un métier. Même l'agent de comptoir est un agent professionnel et 85% des voyages sont pour partie organisés sur Internet avec au moins une réservation ou une pré-réservation. Ça veut dire que l'agent de comptoir derrière son bureau qui attend que le chaland arrive, je ne dis pas que c'est fini, mais ce n'est que le bout de la course. Et d'ailleurs, nombre de territoires remplacent leur bureau d'information touristique par des points d'information touristique volants pour suivre les affluences, le jour du marché, le jour de la fête de ceci, etc. Donc, parfois on est bien content, qu'on soit en association, en SPL ou en EPIC, plus dur en régime administratif, d'avoir un directeur qui servira de filtre pour garantir réellement une professionnalisation de l'achat et du recrutement dans ce secteur-là. Non, l'office ne peut pas être le réceptacle à l'embauche automatique de la petite nièce parce qu'elle a loupé ses études mais qu'elle sera très bien en office de tourisme. Cette époque est révolue.
Et le fait d'avoir un directeur ou directrice d'EPIC qui sert à faire les recrutements est parfois l'occasion pour les élus d'expliquer à la petite cousine ou la petite nièce que non, 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 c'est pas moi qui recrute là-dessus. Ça fait pas chic, ça fait pas bien, mais c'est professionnel. Et en EPIC, pour le reste, eh ben on a un comptable public, mais pour le reste, on a un fonctionnement privé. Alors, avec les avantages et les inconvénients. Avantage, pas de problème de TVA. On y perd si on veut faire des montages financiers compliqués, comme je l'évoquais tout à l'heure, oui. Mais combien d'EPIC ou de SPL ou d'associations ont-ils réellement des montages commerciaux complexes? Dans ma pratique, c'est moins de 10%. Dans ma pratique professionnelle. Ça veut dire que les cas où la SPL s'impose, ou l'association, pour le recours à ce genre de montage, sont rares. Ensuite, en EPIC, les élus sont majoritaires, mais les représentants du tourisme, vous pouvez très bien leur donner jusqu'à un peu moins de 50% du conseil d'administration, qu'on appelle comité directeur en tourisme. Très bien, ça marche bien. Et il a son propre budget, sa propre autonomie. Il y a un avantage parfois négligé pour l'EPIC. L'EPIC est la seule forme juridique où vous pouvez donner à l'EPIC, à cette personne morale, le fait de percevoir la taxe de séjour. Alors évidemment, vous allez me dire, oula, il vaut mieux, pour éviter tout copinage, que ce soit la collectivité qui perçoive la taxe de séjour. Vous avez souvent raison. Mais dans certains cas, vous avez un intérêt, quand vous avez un EPIC très structuré, à ce que les agents qui connaissent le terrain, qui connaissent les hôteliers et les gîteurs, puissent aller se battre pour percevoir les sous qui les font vivre. Ils seront plus motivés et plus en empathie et plus dans la capacité de dire à l'hôtelier « Mais non, 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 attends, la taxe séjour, personne aime la collecter parce que c'est comme ça. Mais regarde, cher ami, tout ce que nous faisons pour le tourisme, nous, établissement public. » Discours qu'il est quand même plus facile à tenir à un agent d'un EPIC très structuré. Mais là aussi, ça dépend. Ça n'est vrai que si on a un EPIC très structuré et qui a des actions suffisamment concrètes pour que hôteliers et gîteurs voient qu'il y a quelque chose de concret auquel ils participent et donc auquel il est légitime qu'ils contribuent. Car, nous le savons tous, les taxes de séjour, forfaitaires ou locales, notamment locales, sont extrêmement fraudées dans notre beau pays, et c'est tout à fait regrettable pour un pays qui reste la première destination touristique mondiale, même si ce rang de première destination touristique mondiale est un brin, le fruit aussi d'une triche, puisque nous comptons ceux qui ne font que transiter par notre pays. Vous le voyez, il n'y a pas un bon mode de gestion. Il n'y a pas un bon mode de gestion pour tel ou tel territoire, même pas. Il y a un bon mode de gestion pour tel ou tel territoire, au cas par cas, en fonction de votre projet et en fonction du moment où vous vous trouvez. L'association est très bien si j'ai un monde touristique très pro qui s'auto-organise et où on ne regarde pas la collectivité comme un puits sans fond à finance. L'EPIC est très très bien si j'ai une collectivité publique qui est capable de porter un projet touristique, d'agréger l'effort des professionnels du tourisme dans le comité directeur, et si derrière, la collectivité peut du coup être la catalyse des efforts publics et privés. La SPL, c'est très très bien si je réussis à avoir un directeur ou une directrice qui sait activer les acteurs du tourisme sans qu'ils aient le sentiment d'avoir un strapontin, et si j'ai des montages opérationnels, commerciaux compliqués à gérer. Et puis finalement, vive la régie administrative, vive l'établissement public administratif, si je veux avant tout une bonne coordination avec la direction de la communication de la collectivité, si je ne veux pas perturber la politique des acteurs du terrain, ou tout simplement si j'ai très peu d'enjeux touristiques. À vous de voir au cas par cas. C'est ce qui conduit donc à se dire que le montage juridique, c'est important, mais c'est nécessairement en aval de votre réflexion sur l'état de votre tourisme, sur ce que vous pouvez en faire pour que ça se développe. Et encore une fois, ce développement ne veut pas dire un développement de la marque qu'est votre commune ou votre intercommunalité. La plupart du temps aujourd'hui,
intercommunalité, mais bien de ce que vous voulez faire, à quel échelon et comment. Bon courage, c'est un dossier absolument passionnant qu'il faut prendre donc dans l'ordre. On fait quoi de notre tourisme? Ça nous conduit à quelle réflexion en termes de mode de gestion? Ces deux démarches doivent avancer en parallèle, mais avec la démarche technique sur le tourisme, qui doit aller un petit peu plus vite que la démarche juridique, pour que le droit ensuite arrive comme étant la conclusion de ce que vous voulez faire de votre territoire à un instant donné, quitte à ce que dans 4 ou 5 ans, notamment en cas de décollage de vos projets commerciaux, d'autres modes de gestion s'imposent. Merci, bon courage, à bientôt.